va commencer. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Thomas Parouti, je suis le fondateur de l'agence Mieux. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Simon Marek et je suis directeur de clientèle à l'agence Mieux. Et je m'appelle Amandine et je suis consultante RSE à l'agence Mieux. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet sur lequel tous ceux qui travaillent sur les problématiques de développement durable réfléchissent depuis longtemps. Moi, j'ai entendu il y a 15 ans une phrase qui était il faut rendre le développement durable désirable. Pour commencer, j'avais une petite... Alors, pour commencer, je vais vous dire 2 mots sur l'agence Mieux et après, je vous poserai une question. L'agence Mieux existe depuis 14 ans. On accompagne les marques et les entreprises sur leur stratégie de communication RSE. Pas mal de dispositifs de com interne pour sensibiliser, acculturer, embarquer tous les collaborateurs dans justement ces nouveaux récits dont on va parler, mais dans la transformation du modèle économique. Comment on fait... Ouais, comique, c'était hier en fait, parce que hier j'ai fait le burger quiz du greenwashing et je m'en suis toujours pas remis. Donc notre métier, c'est avant tout beaucoup de com interne, parce que c'est comme ça qu'on s'assure de l'implication de tous dans la transformation de l'entreprise. Évidemment de la communication externe pour expliquer aux clients, aux fournisseurs, au grand public la stratégie RSE de l'entreprise, comment on la valorise, comment on apporte des preuves, comment on donne aussi une vision à 2030 ou un peu plus loin. Et après, on travaille sur la communication produit, où on développe la notoriété de solutions de mobilité douce ou de produits alimentaires bio, ou de produits décarbonés, matières recyclées, etc. Ça, c'est notre métier. Aujourd'hui, on est à peu près 25 à l'agence, avec des clients essentiellement grands comptes, beaucoup de grands groupes qui nous confient leur strat RSE, et quelques startups, parce qu'on voit parfois passer des modèles très innovants qu'on a envie d'accompagner. Ce sujet de la communication RSE et des nouveaux récits, c'est évidemment un sujet qui est de très forte actualité. C'est le thème de ProDurable, et merci à toutes et à tous d'être venus à ProDurable. Il y a eu 13 000 inscrits lundi vers 14 h, certainement 14 000 mardi matin à l'ouverture. On est de plus en plus nombreux. Il faut que cet événement soit vraiment un incontournable des salons professionnels pour continuer à faire des confs, à se cultiver, à acquérir de plus en plus de connaissances. Donc merci beaucoup de venir à ProDurable. J'ai une première question et je vais vous demander de bouger un petit peu. Est-ce que vous avez tous entendu parler des imaginaires qu'on doit développer avec la communication RSE? Si vous avez entendu parler de nouveaux récits, de nouveaux imaginaires, est-ce que vous pouvez lever les 2 bras, par exemple? Donc la grande majorité a entendu parler de ça. Et maintenant, j'aimerais savoir qui a trouvé des solutions, qui connaît des campagnes de pub ou des façons de faire pour faire ces nouveaux récits. Et là, de la même façon, vous levez les 2 bras si vous avez des solutions. Très bien. Bon, ben, c'est super. Vous êtes 2. Et donc, du coup, on va pouvoir vous inclure, mais tous et toutes, dans cette présentation qu'on fera assez interactive. Donc, aujourd'hui, évidemment, la question qu'on s'est posée, le titre de la conférence est un peu inspiré, évidemment, du thème de ProDurable. C'est comment la communication peut-elle contribuer au changement culturel, aux nouveaux comportements de consommation, par exemple. Et là, sur ce titre qu'on vous affiche, on commence à vous apporter des intuitions qu'on a eues avec un titre qui est « Quelle place pour la pop culture dans les nouveaux récits de la communication RSE ?» Et c'est ce qu'on va essayer de vous démontrer au cours de cette conférence. Simon. Merci Thomas. Alors, je précise que Simon, avant de mal tourner et travailler dans la communication, a fait beaucoup de philo à la Sorbonne, je crois, pendant de nombreuses années. Donc, il nous apporte un peu de recul. C'est ça. Donc, on commence avec cette citation d'Alain Beltrand, qui est historien de l'électricité, que je vous laisse découvrir. Donc, peut-être que vous tous, dans cette salle, et tout le monde à sa façon, et encore plus les communicants RSE, on se situe tous un peu entre l'ingénieur et le poète. Voilà, je pense que c'est le cas de tout un chacun. Et on voulait commencer par cette citation, parce qu'en tant que spécialiste de la communication RSE, en fait, on a une double mission, on a une double fonction. On doit à la fois être technicien, être expert. On est dans l'obligation morale, légale, de fournir des preuves, des éléments objectifs.
pour éviter le greenwashing notamment. Et on doit aussi, évidemment, parce qu'on reste des communicants, on doit se montrer créatif. Donc on doit susciter l'émotion, on doit toucher les esprits et les imaginaires. On a commencé à parler des imaginaires, avec pour but ultime, bien sûr, la finalité, c'est de réussir à faire évoluer les mentalités et les comportements. Et donc c'est bien une double fonction, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de dilemme entre les deux. Et en tant que communicant RSE, on doit couvrir cette double mission. Donc, on va passer, pour commencer, par deux définitions qui sont essentielles pour notre propos aujourd'hui. Sans les répéter, on ne va pas les relire, mais ce qui nous intéresse en fait aujourd'hui, c'est la relation d'interdépendance qui existe entre ces deux notions. Donc nous, aujourd'hui, on a entendu culture au sens collectif, c'est-à-dire un ensemble de références, de symboles, de grands récits, d'imaginaires, qui justement sont communiqués quotidiennement. Ils vont l'être à travers des médias en tout genre. Ça peut être une simple conversation entre deux personnes, ça peut être de la presse, ça peut être évidemment les arts, et on va beaucoup parler d'art aujourd'hui, ça peut être Internet et les réseaux sociaux. Donc la culture au sens collectif, elle est communiquée quotidiennement. Et donc au cœur de la relation entre ces deux notions, on a justement la communication et la mise en commun de références, de symboles, de grands récits et d'imaginaires. Et donc la communication, elle joue un rôle essentiel dans la façon dont les cultures, au pluriel, vont bouger, vont vivre et vont se transformer. Et on voulait revenir justement sur cette relation entre les deux notions qu'on trouve essentielle. Puisque cette relation, en fait, et le fait que la communication, justement, fasse vivre, fasse bouger la culture, elle nous permet de fonder une conviction qu'on a déjà un peu commencé à installer, c'est que la communication, et la communication RSE plus particulièrement, elle peut contribuer à produire un changement culturel. Et notre objectif, justement, pour produire ce changement culturel, c'est évidemment de la faire résonner. Donc... Alors, quand on parle de résonance, on a mis la notion de résonance un peu au cœur aussi de notre problématique aujourd'hui. Donc, en fait, on entend par résonance l'idée justement de faire entendre de manière forte et marquante les enjeux de la communication RSE, donc les enjeux sociaux, environnementaux. Il faut qu'on réussisse, en faisant résonner la communication RSE, justement à inscrire ces enjeux dans les esprits, dans les comportements, et in fine, puisqu'on l'a dit, c'est notre objectif, produire un changement culturel. Parce que jusqu'ici, on constate quand même une résonance qui est timide et relative de la communication RSE. Souvent, encore, elle est enfermée, en quelque sorte, dans une rhétorique de la preuve, du chiffre, de l'urgence. Donc on a beaucoup de communications RSE qui sont avant tout des communications chiffrées et catastrophistes. Et elles sont utiles, hein, on ne rejette pas du tout ces communications. Elles sont utiles dans le sens où elles permettent finalement de sensibiliser le grand public, et elles permettent encore aujourd'hui d'accélérer une prise de conscience. Et d'ailleurs, ça fonctionne. Aujourd'hui, les sujets RSE, les sujets sociaux environnementaux, ils sont omniprésents. Donc, ils sont incontournables. Ils sont d'ailleurs connus et en bonne partie, pas toujours malheureusement, acceptés par le grand public. Et d'ailleurs, ils font même aujourd'hui l'objet de réglementations denses et contraignantes. Donc, à notre sens, aujourd'hui, le fond est là. Le fond, il est posé. Et nous, en fait, on pense que ça ne suffit pas. Et aujourd'hui, justement, on va essayer d'aller encore plus loin. Et on va interroger la forme. Donc, parce qu'on a la conviction qu'il faut aujourd'hui interroger la forme de la communication RSE. Thomas a commencé à le dire en introduction. Et donc, en fait, comment est-ce qu'on interroge la forme de la communication RSE? On le fait en repensant justement la rhétorique et les récits qu'elle propose et les récits sur lesquels elle repose. Et parce qu'on pense en fait que les récits et les imaginaires, et Thomas au début a posé la question justement, qui a déjà entendu parler d'imaginaire, pour nous les récits, les imaginaires, ils sont au centre du sujet aujourd'hui. Parce que on peut citer Bachelard, voilà, qui lui il a beaucoup travaillé sur ces notions de récit et d'imaginaire, et il a montré en fait à quel point en fait, ces notions elles étaient omniprésentes et elles étaient partie prenante surtout dans la perception qu'on se fait du réel. Et elles jouent un rôle en fait dans cette perception, et c'est pour ça qu'on les met au centre du sujet, qu'elles sont importantes ces notions aujourd'hui. Donc, et on insiste là-dessus. Pour nous, les
Les récits poétiques et les imaginaires, en fait, ils ne doivent pas être considérés comme des illusions, comme des fantaisies. Ils ne sont pas illusoires, ils ne sont pas sans importance. Au contraire, ils vont exercer une influence qui est primordiale sur notre façon de concevoir et d'appréhender le monde. Et donc, on va conclure cette longue introduction. En fait, vous l'avez vu juste avant, j'ai passé un peu vite, mais on pense que la communication RSE, aujourd'hui, elle doit relever le défi de l'imaginaire, en fait. Et pour réussir, en fait, il faut donc la faire résonner au plus grand nombre, la faire relever ce défi. Et pour nous, justement, un excellent, enfin, il y a d'excellents, voire peut-être les meilleurs exemples en fait, de résonance des sujets RSE aujourd'hui, ils proviennent de la pop culture. Merci. Oui, alors pourquoi la pop culture? C'est évidemment notre regard en tant qu'agence sur le sujet. La pop culture nous interpelle parce que c'est un ensemble de pratiques, de signes qui est partagé et qui permet la diffusion au plus grand nombre. Et en fait, ce partage-là, il est intéressant parce qu'il participe à la culture de masse et il transcende les frontières, qu'elles soient géographiques, ethniques, sociales. De fait, la pop culture n'est pas une sous-culture, ce n'est pas quelque chose qu'on oppose à une culture élitiste, c'est au contraire une héritière de toutes ces cultures antérieures. Elle les prend, les agglomère, les transfigure, elle s'en inspire et elle en crée un nouveau récit. Et ce nouveau récit, il est le miroir de son époque. Et c'est ça qui nous a interpellés et intéressés dans la pop culture. Et on va vous présenter de premiers exemples. Alors, premier exemple, on s'est appuyé sur des films qui sont assez récents, que vous connaissez tous. Évidemment, Avatar 1 et 2, qui proposent une sorte de nouvelle société où il y a un respect de la nature et respect d'une population très différente, mais qui est complètement au milieu de la nature. Ou Don't Look Up, qui est quand même une critique que tout le monde n'a pas perçu. Hein. Il y a des gens qui n'ont pas vu que c'était un parallèle avec la crise environnementale. J'en connais, si. Mais typiquement, ça fait partie de cette pop culture qui commence à émerger. Moi, je bosse sur les sujets depuis longtemps et je regrette énormément que le monde de la culture ne s'est pas saisi de sujets environnementaux, alors qu'elle s'était saisie du sujet de la consommation et de la société de consommation. Si aujourd'hui on a une société de consommation, c'est parce qu'on a tous regardé des films américains à partir des années 60, où en fait le plaisir, le bonheur, c'est j'ai un pavillon, comme on dit, avec 2 voitures garées devant, avec de l'électroménager, avec une piscine. Et ça a façonné notre société de consommation. Sauf qu'on est obligé de sortir de cette société de consommation en faisant revenir la nature et en étant en capacité de se poser des bonnes questions. Donc c'est cette nouvelle étape où il faudrait que tous les réalisateurs, tous les écrivains se saisissent un peu plus de ce sujet-là, mais certains le font déjà, et on va vous présenter mon exemple préféré de cet été. Oui, on va vous présenter Barbie. Alors pourquoi Barbie? Parce qui est allé voir Barbie? Qui peut lever les 2 mains pour aller dire? Voilà. J'y suis allé seul, un mec de 50 ans qui va voir Barbie seul. Le mec s'est posé des questions. Et même si c'est un énorme mensonge, j'ai adoré. C'est un énorme mensonge que tu as adoré ou c'est un énorme mensonge? Alors pourquoi Barbie? Parce que Barbie, c'est ce dont tout le monde a parlé tout l'été. Et on l'a vu, on vous a parlé de grandes allégories ultra populaires sur l'environnement. On avait envie de vous parler de grands récits ultra populaires sur les sujets sociaux. Pour vous resituer, Avatar, c'est numéro 1, box-office mondial de tous les temps, environ 300 millions de vues, 300 milliards, énormément. Et Don't Look Up, c'est 360 millions d'heures de streaming. Et Barbie, alors bon, déjà, elle est rose, elle existe depuis longtemps, elle a de l'impact, elle fait parler d'elle. Donc, j'ai été grillée. Donc évidemment, ça nous parle. Et Barbie, déjà, actuellement, elle est 15e du box-office mondial des entrées de tous les temps. Donc ça nous interpelle. Et on a eu envie de voir là ce qui peut nous interpeller et aller nous intéresser, nous, dans les nouveaux récits qu'on construit. C'est évidemment un regard à chaud. On n'a pas encore le recul de l'histoire, mais on a envie de vous livrer ce regard, en tout cas. Merci. Alors déjà, Barbie, c'est l'héritière des récits antérieurs. Il y a 25 références dans Barbie. Il y a Grise, il y a Jacques Demy, il y a Jacques Tati, il y a Top Gun. Et puis il y a, vous le voyez ici aussi, Stanley Kubrick, avec 2001 Odyssée de l'espace, Le Magicien d'Oz, The Truman Show, The Red Shoes et Forrest Gump.
Et on avait envie de revenir notamment sur la scène simili Forrest Gump. Donc cette scène du banc, qui est une scène pour nous un peu clé du récit, puisque c'est une scène cul-de-sac. Alors, jusqu'à présent, on n'a pas spoilé. Là, désolé pour ceux qui n'ont pas été encore le voir, on va spoiler. C'est une scène cul-de-sac. Barbie rencontre une femme âgée. C'est un personnage qui n'existe pas dans l'univers Barbie. C'est un personnage qui est complètement inexistant. Barbie, c'est une femme jeune par essence. Et là, on a une rencontre qui porte en soi des messages qui vont au-delà de la plastique qu'on pourrait accoler à l'image de Barbie. Et on a un récit qui est féministe, en fait, à ce moment-là, déjà, sur la confiance en soi, sur l'évolution qu'on peut avoir. Donc là, on a ce premier regard. Barbie, c'est évidemment pas que des références. Ça participe d'un sursigne, en fait, cette scène du banc. Elle participe à la fois d'un discours féministe, mais elle agrège aussi en elle tout ce que les scènes du banc de Forrest Gump amènent dans le discours, sur la rencontre notamment. Et ça nous interpelle parce que il y a à la fois ces refs, mais il y a aussi un discours féministe militant, autant qu'Hollywood peut le faire, et au-delà de tout ce qu'Hollywood a fait jusqu'à présent sur le sujet. Ça s'ancre profondément dans les problématiques contemporaines, et en fait, ça tend au spectateur un miroir de son époque. Vous l'aurez choisi, cette image n'est pas, vous l'aurez deviné, pardon, cette image n'est pas choisie par hasard. Nous, ce qu'on souhaite vraiment à ce stade, c'est dépasser les débats sur est-ce que c'est un film de pub, est-ce que c'est un film d'autrice. On a envie de réconcilier les deux, et on a envie de chercher dans cet objet unique ce que le phénomène de société nous apprend. Et pour reprendre les mots de Camille Froide-Vaumétry, qui est alors philosophe et féministe phénoménologiste, elle a donc participé à un papier dans Télérama qui s'appelle « Le film Barbie propose un féminisme qui rassure mon vieil oncle réac ». Et dans cet article, elle nous dit que la pop culture présentée par Barbie, c'est aussi un soft power. C'est certes une façon triviale et sans doute insuffisante de véhiculer les idées féministes, mais elle permet des discussions et elle suscite des questionnements. Et c'est cet enjeu-là qu'on a envie d'aller chercher, ce basculement en fait, d'un sujet sociétal, à savoir le féminisme, dans la pop culture, et cette nouvelle narration qu'elle ouvre, qu'on a envie d'aller chercher parce que c'est ça qui adresse un public élargi et qui, on l'espère, suscitera une mise en mouvement sur le sujet. Pour reprendre les mots de Roland Barthes, grand sémiologue s'il en est, l'image est représentation, c'est-à-dire en définitive résurrection. Et en cela, la pop culture nous livre en fait cette image qui est à la fois complexe puisqu'elle présente ses références antérieures, ses surcouches de sens, mais elle est aussi simple parce que c'est un clin d'œil qu'on adresse au spectateur. Et si le spectateur ne s'en empare pas, ça ne nuit pas à la narration. Donc c'est ça qui nous intéresse aussi. Et cette résurgence, elle va de pair avec une résonance, c'est-à-dire que dans la pop culture, quel que soit l'univers, qu'il soit réaliste, dystopique, utopique, peu importe, quels que soient les protagonistes aussi, et sur les protagonistes, d'ailleurs, vous l'aurez sans doute constaté, on observe un glissement du super-héros vers d'abord un anti-héros, puis des gens normaux, pour reprendre les mots d'un président. Ça permet l'identification. Ça fonde des récits universaux, et la grande force de ces récits, elle est dans cette identification. C'est une capacité à se reconnaître, à s'identifier et à faire vibrer une corde sensible. C'est cette corde sensible qui donne envie d'agir. De fait, à partir de ce qu'on a vu, notre questionnement porte sur quels enseignements, quelles inspirations, quelles ambitions on peut aller puiser dans la pop culture pour la com RSE et pour réconcilier pub et cinéma finalement. Et donc, la communication RSE, en fait, elle a tout à gagner. Donc, on l'a vu à s'inspirer de la pop culture. Et elle sait le faire, en fin de compte, de deux façons. Tout d'abord, à un premier niveau, soit en héritant de ses codes pour augmenter la portée et la visibilité de ses messages. Et à un second niveau, qui est peut-être un peu plus profond, elle va essayer d'imiter justement sa capacité, la capacité de la pop culture à produire de nouveaux récits qui vont être populaires et performatifs. Alors, Amandine a parlé de cinéma, mais en fait, la publicité s'inspire aussi de cette nouvelle culture qui est sortie du web, s'inspire de la photo, puisqu'on a vu la photo avec les super-héros.
Enfin, elle va s'inspirer de... Comme on n'a pas le temps en pub, et c'est pour ça que pendant très longtemps, on a été stéréotypé, caricatural, etc. En fait, il faut s'appuyer sur des référentiels. Et des référentiels culturels, ça nous paraît être la meilleure solution. Notamment avec le web, quand Jules fait une campagne pour questionner la représentation du masculin dans la publicité, il s'appuie sur des références culturelles et notamment du web. Donc on peut regarder cette publicité. Allez, sois un homme. Attends, stop. C'est quoi être un homme? Un homme doit être capable de soulever son poids? Vraiment? Je lui ai toujours dit qu'un homme doit être fort. Manga. Mais il est fort et fort. On dit qu'un homme doit être grand et qu'un homme ne pleure qu'une fois dans sa vie. Ou deux. On dit qu'un homme doit être un bon père. Mais deux bons pères, ça marche aussi. On dit qu'un homme doit pouvoir prendre de grandes décisions. Je vais prendre la végétarienne. On dit qu'un homme doit bouger avec style. Maintenant, on se déplace aussi avec style. Et ouais. Et certains disent qu'on ne changera jamais. Vous pensiez vraiment que j'étais comme ça? Eh oui, on peut changer les codes. Oh, vas-y, passe. Vas-y, je t'en prie. On dit qu'un homme doit défendre son pays, quel que soit son uniforme. On dit qu'un vrai mec prend son courage à deux mains. La charge Et qu'un mentale. homme, un vrai, ça maîtrise le feu. Mais non, faut qu'on arrête avec tout ça. Et si être un homme, c'était être prêt à porter le progrès, alors allons-y. Un t-shirt bio à la fois, un jean recyclé à la fois. Men in Progress, Jules. Ah, donc ce qu'on trouve intéressant dans cette publicité, évidemment le fond, le message. Ça a été très critiqué hein, sur YouTube. Il y a évidemment, ça a été trollé par des vieux machistes réac. Mais donc nouvelle représentation de la masculinité dans la publicité. Et là, utilisation de plein de cultures, jeux vidéo, actu avec le mec qui est infirmier sur le héros avec le sport et ensuite l'infirmier, les mangas, ce même qui est très connu sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc ils utilisent plein de références culturelles pour avoir un film qui en même temps donne beaucoup d'arguments, plein d'éléments, etc., qui est extrêmement riche. Et quand on a maintenant 1 minute 30 en publicité sur YouTube, ben on peut se permettre de faire des films un peu plus longs et de raconter, enfin d'apporter plein d'éléments. Ça, c'était une première référence qu'on voulait vous partager. La deuxième, c'est le monde des super-héros, qui est assez classique, assez utilisé en publicité, pour tout et n'importe quoi. Dès que le consommateur achète le produit, il devient super et en fait, comme il a acheté un super produit, il est super-héros. Ce qui nous semble plus intéressant, c'est ce qu'avait fait Engie sur l'énergie. Par exemple, comment réduire notre utilisation du plastique? Comment faire au quotidien pour devenir consommation de viande. Je dis pas qu'il faut arrêter, je sais pas, ne plus en manger à chaque repas. Aujourd'hui, prendre la voiture pour faire 20 mètres, ça n'a aucun sens. Je crois qu'il faut essayer de repenser nos déplacements. Alors ta soirée, t'as sauvé le monde? Parce que ce n'est pas toujours facile d'être un héros du quotidien. Engie lance le programme qui récompense ceux qui consomment moins d'énergie et vous donne le pouvoir d'agir. J'agis avec Engie. Donc un acteur qui est physiquement totalement banal, mais qui va sauver le monde. Et qui va sauver le monde, évidemment c'est totalement excessif ce que je dis, hein, mais qui va ne pas prendre la voiture, qui va limiter sa consommation de viande, qui va utiliser moins de plastique, en l'occurrence qui ne va pas prendre de sac plastique quand il va faire ses courses. Donc voilà, on dépeint le super-héros au service de la société, comme Superman sauve à peu près tous les inconnus qui croisent sur sa route. Donc c'est ce qu'on trouve intéressant comme référence. Et ce qui donne... C'est moi qui continue ou pas? Je peux. Je présentais que les exemples. Tu veux continuer? Non, vas-y. Ce qu'on constate, c'est que de fait, la communication publicitaire, elle s'est déjà saisie en fait de ces codes de la pop culture. Et la communication RSE, elle est face à cette nouvelle opportunité, c'est-à-dire de construire de nouveaux récits, mais
de construire nous on l'imagine comme construire des nouveaux récits qui vont dépasser en fait le simple usage du produit, bénéfice du produit, mais s'inscrire dans un cadre plus large. Et ce cadre plus large, c'est la promesse d'un futur désirable. Pourquoi désirable ? Parce qu'il va de pair avec les engagements environnementaux induits dans l'ADN des marques. Et cette surpromesse que les marques offrent déjà permet d'aller au-delà, d'offrir une deuxième épaisseur de sens qui va permettre de mêler le bénéfice universel de l'engagement environnemental d'une part et le bénéfice personnel qu'on peut en tirer d'autre part. On a quelques exemples à vous montrer sur le sujet. Le premier, c'est Decathlon. Decathlon, dont les engagements environnementaux ne sont plus approuvés, et qui échoue dans la plateforme de marque et à chacun son évasion. À chacun son évasion, c'est intéressant parce que déjà le terme porte en lui tout un univers qui est en plus appuyé par ce visuel. Et cet univers, il convoque d'autres univers, évidemment. Ça va être Into the Wild, ça va être des récits aussi dans les médias comme les Others, ça va être la figure de l'aventurier comme par exemple Mike Horn, ou même Princesse Mononoke, et on connaît aussi la passion pour les récits environnementaux de Miyazaki. Et de fait, tous ces récits d'évasion, par essence, ils vont porter en nous des sous-textes de durabilité. L'émotion ici, qu'on ressent face à ça, elle est induite en fait par cette communion avec la nature. Et donc ils imbriquent bonheur et futur désirable dans le même propos. Un deuxième exemple qu'on souhaite vous proposer, c'est l'exemple du train, et notamment du train de nuit. Et là, c'est pareil, on a un récit environnemental qui est réussi, puisqu'il profite aussi de l'ensemble de ces narrations préexistantes. Donc, évidemment, l'Orient Express, qui a énormément participé à cet imaginaire, qui a été aussi popularisé et qui est devenu une figure pop grâce à Agatha Christie, grâce évidemment aux livres, mais aussi après aux retranscriptions, aux adaptations hollywoodiennes. Une première il y a quelques années avec notamment Jane Birkin, etc., d'immenses acteurs, et une nouvelle il y a 5 ans environ par Kenneth Branagh. Et l'Orient Express, on le trouve également dans de la culture encore plus pop, s'il en est, à la rigueur. C'est Netflix, puisque là, vous avez aussi une scène d'Emily in Paris, où Emily prend l'Orient Express pour aller à Saint-Tropez. On a aussi d'autres, évidemment, imaginaires de train. Ça va être celui de Wes Anderson dans À bord du Darjeeling Limited, notamment. Et aussi, on le retrouve dans les grands médias, comme sur France Télévisions, France 5 en l'occurrence, avec Des trains pas comme les autres, qui est une émission qui existe depuis 1987 et qui présente justement les voyages par le train. Ce qu'on constate, en fait, c'est que le train a dépassé le constat de l'aviation, c'est pas en adéquation avec notre époque. Ça va au-delà de ça, ça offre un supplément d'âme, un supplément de récit, puisque le voyage commence dès l'embarquement, en fait, dès l'embarquement en train. Et quelque part, là, on est vraiment dans... C'est pas la destination qui compte, mais c'est le voyage. Et le train véhicule ça en offrant un récit total qui va mêler expérience, confort, voyage, évidemment, et de fait, agréger ensemble à la fois la narration environnementale, parce qu'elle est induite dans son propos, mais aussi l'aspect lifestyle. Et ça nous semble particulièrement intéressant et inspirant. C'est un petit gif, truc. Voilà, en conclusion, enfin, l'idée, c'est vraiment de vous présenter des nouveaux récits qui, comme vous l'avez compris, s'appuient sur les arts, la culture. La communication RSE, aujourd'hui, elle est souvent technique. Certains disent ce sont les ingénieurs qui vont sauver le monde. Ben, nous, on leur répond les communicants vont sauver le monde. Là, évidemment, c'est toujours très caricatural, mais en tout cas, notre métier de communicant, tous, chacun de nous, est d'accélérer cette transition avec des nouveaux récits. Il faut que la com RSE soit à la fois rigoureuse, sérieuse, appuyée sur des chiffres et décloisonnée, qu'elle soit scientifique et poétique, qu'elle est technique et objectivée et capable, évidemment, ici, on vous l'a démontré, de magnifier sans simplifier en s'appuyant sur ces références culturelles, pour que ça devienne une communication totalement moderne, totalement connectée avec son époque, avec sa culture et avec les enjeux du temps. Donc, en conclusion, la Popcom qu'on rêve d'inventer tous ensemble, c'est une communication qui intègre et dépasse juste les sujets environnementaux pour
créer un nouvel imaginaire, embarquer les consommateurs, les citoyens dans ces nouvelles histoires. Voilà ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui et merci beaucoup de votre écoute. Merci. On a gardé un petit temps pour prendre vos questions. Est-ce que certains ont des questions ? Bonjour, je vous remercie pour ces présentations et ces inspirations. Je voulais revenir sur le film de Barbie que j'ai vu. Alors, on sait toutes les polémiques qu'il y a autour de ce film. Sur le sujet dont il s'est emparé autour du féminisme, je trouve que c'est plutôt réussi. Voilà. C'est un film qu'on peut voir avec différents niveaux de lecture. Il n'empêche que c'est quand même un monde de plastique qui nous est proposé. La Barbie, par définition, c'est du plastique. Quand on voit les décors et les budgets qui ont été alloués à ce film, et on se dit quoi avec ça ? On fait quoi avec ça ? Parce qu'ils ont choisi un combat, mais si c'est au détriment d'un autre, enfin voilà. Quel est votre regard là-dessus, dans le contexte qu'on connaît de déplastification du monde. Non, c'est clair que moi, une des scènes que j'ai préférées, c'est quand Ken, qui a du mal à définir son métier, il finit par dire qu'en fait, lui, il est plage. Donc, en fait, il est surfeur, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Hein, c'est évidemment le copain de... C'est le sous-Ken qu'on connaît, voilà, et qui fonce vers les vagues. Et évidemment, comme les vagues sont en plastique, il se blesse. Voilà, il se ridiculise comme il se ridiculise à plein d'autres moments du film. C'est vraiment un grand moment. Là, c'est clair que le propos, il est uniquement féministe. C'est le sujet du plastique. Il est très peu présent aux États-Unis. Nous, on a la chance de bosser sur pas mal de grandes entreprises internationales. Et on voit bien qu'aux États-Unis, ce qui les intéresse, c'est, comme ils disent, les sujets D&I, hein, diversité, inclusion, parité, respect des minorités. Et aujourd'hui, le sujet du plastique et de la pollution plastique aux États-Unis est très peu entendu. Je ne sais pas si vous avez regardé certains documentaires, notamment qui sont disponibles sur Netflix, mais globalement, les associations ne bougent pas beaucoup. La Surfrider faisait des trucs, mais enfin, elle est beaucoup plus puissante en France, alors qu'en France, le sujet est beaucoup plus environnemental. Donc oui, c'est un combat qui est choisi, qui est féministe, qui est extrêmement important pour la société américaine aujourd'hui. Du coup, après la question, l'étape d'après, et nous en France, donc on est vachement RSE, on est vachement carbone, hein, enfin environnement, carbone. La biodive arrive enfin. Si c'est des Français qui avaient produit le film, je pense qu'il n'y aurait peut-être pas eu autant de plastique et qu'il y aurait eu... Mais en même temps, le faux monde de Barbie, c'est un peu le monde passé, puisque sans raconter le film, l'idée c'est de sortir de ce monde totalement faux, qu'est le Barbieland. Donc oui, le sujet du plastique n'a pas été questionné. Après, j'ai l'impression que toi, tu l'as vu 10 fois, donc il y a peut-être des phrases où le plastique est attaqué. Non, en effet, mais c'est évidemment le prisme américain et il y a évidemment beaucoup de défauts. Hein. Nous, on vous présente des analyses un peu de ce qui nous semble pertinent, mais on peut aussi adresser le fait que Barbie est hétérosexuelle. Enfin, il y a plein de limites, évidemment, et c'est un prisme de réalisation qui atteint là sa limite. C'est un sujet social, c'est en effet ce qu'on disait. Après, il y a peut-être quand même des choses à en tirer selon nous. Bonjour, merci beaucoup pour l'humour et le regard de côté. Je voudrais savoir comment vous évitez de participer à du greenwashing. Est-ce que vous sélectionnez vos clients, par exemple ? Alors, oui, on sélectionne nos clients. Il y a 2 filtres. Il y a le filtre de l'agence, le collectif, la mission de l'agence. Nous, on est une société à mission. Notre raison d'être, c'est d'accélérer la transition sociale et environnementale par un nouveau modèle d'agence engagée, experte, agile, créative et heureuse. Je ne vais pas tout changer, mais notre métier, c'est quand on arrive chez nos clients, c'est d'accélérer la vitesse sur la transition. Et on est persuadé qu'on le fera. Si on réinvente aussi un peu le modèle des agences, moi, l'agence précédente dans laquelle j'étais avant de créer Mieux, il y a 15 ans, on était 200, il y avait 140 femmes. Au comité de direction, on était 27 hommes blancs de 50 ans. Moi, j'en avais 34 à l'époque. Donc, il faut péter le modèle des agences, il faut penser différemment, il faut se former tout le temps à l'agilité, à l'intelligence collective, au design thinking, etc. Et la mission de l'agence, c'est d'accélérer. On ne va pas prendre, évidemment, des cas de greenwashing qu'on voit arriver.
ou des entreprises qui ne sont pas dans cette transformation. Donc quelqu'un qui vient pour bosser avec l'agence parce qu'on est une agence RSE et qui n'a pas de sujet RSE, évidemment on ne le prend pas, et ça c'est de moins en moins le cas. Une entreprise qui fabriquait des produits qui sont contraires à ce que la science et notamment les scientifiques français veulent, et qui, par exemple, une entreprise qui fait des OGM, ça on refuse. Ensuite, quand on nous demande de travailler sur un point de détail de la chaîne de valeur, par exemple, au hasard, un yaourt avec un contenant en verre, pour dire le verre est plus recyclable que le plastique. Alors en fait, il y a des problèmes dans les relations avec les agriculteurs, et que cette entreprise achète 33 centimes le litre, et que parmi ces éleveurs de vaches, il y a, on le sait, en France, un suicide à peu près tous les jours ou tous les 2 jours, et qui veulent faire qu'une promo pour dire le verre que j'ai depuis 30 ans en plus est plus recyclable que le plastique, on refuse. Donc il y a ce premier filtre. Et ensuite, il y a un deuxième filtre qui est individuel. C'est-à-dire que si Mieux accepte de travailler, par exemple, avec Total Énergie France, on s'occupe chez Total Énergie France de toutes les campagnes de sensibilisation interne, dont on fait des MOOC, on fait des programmes de vidéos, on fait des interventions, des conférences, on fait plein de sujets de com interne, des jeux de la gamification, des semaines du développement durable, etc., des sujets de l'innovation, net zéro carbone, enfin l'innovation de décarbonation. On fait plein de choses. Si certains au sein de l'agence ne veulent pas travailler avec Total Énergie parce qu'ils considèrent que les projets un peu dégueulasses qu'ils font à l'autre bout de la Terre n'est pas compatible, ils ont le droit de refuser. C'est-à-dire comme un couvreur a le droit de refuser de monter sur un toit parce qu'il considère qu'il n'est pas assez attaché, un collaborateur, et c'est déjà arrivé, a le droit de refuser. Donc ça, c'est un deuxième filtre individuel. Voilà, on travaille pour une entreprise qui gère beaucoup d'EHPAD partout en Europe. On est très content de bosser avec eux, et moi je suis très fier et je bosse avec Total. J'ai fait une opération en 2005 sur le développement durable chez Total. On est fier aussi de travailler avec cette entreprise qui a des EHPAD partout. Une personne nous a dit: je considère que la santé des seniors ne peut pas être cotée en bourse. Et globalement, je suis assez d'accord, mais sauf qu'aujourd'hui, le système de santé français ne permet pas de pouvoir gérer nos seniors. Donc il y a des EHPAD avec des taux de satisfaction très très élevés sur le global, puisque notre client a une note de 4,7 sur 5 de la satisfaction de ses utilisateurs. Donc on travaille avec cette entreprise-là, et il s'avère qu'on a fait pas mal de campagnes, notamment sur la sobriété énergétique auprès des collaborateurs. Ça reste de la com interne, mais voilà, globalement, ça nous arrive 1 fois ou 2 par an de refuser certaines des entreprises qui nous contactent. C'est une question qui m'est très souvent posée, notamment par les étudiants, notamment par tous les copains pour un réveil écologique, qui disent: comment tu fais? Voilà, c'est imparfait, mais en tout cas, la direction est claire, et ceux qui nous rejoignent le savent. Voilà. Et après, on essaie d'accélérer le plus vite, on est exigeant, on refuse certaines campagnes. Voilà, nos clients voulaient prendre la parole sur un sujet qui est totalement anecdotique en externe, on a refusé, on a dit ça reste de la com interne. Voilà. Bonjour, bravo pour cette présentation, et félicitations parce que votre agence est engagée dans la RSE depuis de nombreuses années. Personnellement, je m'intéresse aussi à l'information. Et il y a des points communs, bien évidemment, entre les deux, et notamment l'information à impact. Alors moi, je considère que vous faites de la com aussi à impact. Je milite, à mon modeste niveau, en faveur d'une ONG qui s'appelle Reporters d'Espoir. Je connais très bien depuis plus de 15 ans. Et dont qu'il faudrait vraiment appuyer, puisque tout le monde constate le côté anxiogène de la communication, des informations. Il y a vraiment des gros progrès. Donc voilà, je voulais faire ce parallèle entre vos deux actions qui sont vraiment très vertueuses. Dire aussi, je reviens sur l'espoir et l'optimisme. Personnellement, je suis assez sensible en communication, sur la pub, aux petites points d'humour qui ne gênent en rien le message, le sérieux du message transmis. Voilà, c'était simplement un petit témoignage. Merci. Merci beaucoup. Alors, l'humour est évidemment très important. C'est-à-dire, pour rendre le développement durable désirable, il faut parfois se marrer.
Hier, à 16h, on a fait le burger quiz du greenwashing, et avec beaucoup d'humour, où globalement toute l'équipe m'a dit « tu peux pas raconter ça », et je l'ai raconté et les gens se sont marrés. C'était vraiment un quiz en direct, etc., avec des cadeaux à gagner, avec des trucs qui piquaient. Après, j'ai 2 réactions par rapport à ce que vous dites. Donc, Reporter d'Espoir fait un gros boulot depuis 15 ans en mettant en avant les informations positives. Et je crois que c'est un des problèmes de notre société. C'est-à-dire, j'ai tapé un peu sur la tête de la culture, mais globalement, l'information, la presse, les médias font partie de notre culture aussi. Et parfois, c'est utilisé, on vous l'a démontré. Et je crois que les médias ont enfin compris, Radio France, France Télé, TF1 plus que France Télé d'ailleurs, hein, les chaînes qui parlent de transition sont classées comme leur numéro. C'est-à-dire que c'est TF1 qui en parle le plus et M6 qui en parle le moins. Et enfin, les médias s'y mettent. Alors quand c'est la semaine green d'M6, c'est un peu juste, avec un capital green, etc. Mais on a absolument besoin d'eux. Et depuis 15 ans, France Télé aurait dû prendre 5 minutes après le JT pour nous expliquer un éco-geste, une innovation, etc. Donc voilà, ça c'est hyper important. Et hier, on a fait une conférence sur Imagine la communication en 2030-2050. Et notre petite conviction, c'est que la publicité existera de moins en moins et que l'information et le produit porteront de plus en plus la promesse. C'est-à-dire typiquement, Veja, hein, je vois qu'il y a certains qui viennent peut-être pour la première fois sur Produira parce qu'ils n'ont pas de Veja. Veja est une entreprise qui fait de l'information, alors beaucoup sur les réseaux sociaux et parfois c'est quand même un peu de la publicité, mais la promesse est dans le produit et dans la communauté et dans le discours de Seb Kopp, le fondateur, et leurs films qui sont faits sur les mecs en Amazonie qui collectent l'EVA. Donc je pense qu'une des tendances de la communication, c'est d'aller vers plus d'informations. Voilà, mais en même temps, on a besoin de grands récits, de nouveaux récits, d'impact, et c'est pour ça qu'on aura aussi besoin de télé et de la pop-com, telle qu'on a essayé de la définir. Mais depuis 15 ans, en fait, comme on doit faire preuve de pédagogie en RSE, on fait beaucoup. Les relations presse est un outil qui est très souvent utilisé. Donc, nous, au sein de l'équipe, on ne fait pas de RP, mais les RP étant souvent le premier outil de communication sur les sujets RSE. Et le deuxième, c'est le digital, où il n'y a pas assez de com récit et de fun. Mais en tout cas, on a le temps de faire de la pédagogie sur ces 2 techniques de communication. Voilà, mais réaction à ce qui n'était pas une question, mais... Bonjour. Moi, j'avais voulu avoir votre regard sur l'avenir encore un peu plus loin de la communication, parce que là, on est... alors oui, elle se transforme, et on communique sur la RSE, mais on est encore, je trouve, énormément dans la consommation. Et justement, par rapport à la sobriété heureuse qui va vraiment falloir tendre, comment la communication va pouvoir communiquer là-dessus et créer des imaginaires sur la sobriété, justement, heureuse. Alors ça, c'était notre autre conférence de l'an dernier, qui est la sobriété peut-elle être désirable. Et hier, je suis intervenu sur une table ronde avec Citeo, L'Oréal et City sur comment faire ça. Alors l'an dernier, il s'avère que on a étudié 4200 signatures de marque et le mot de sobriété ou l'adjectif sobre n'est présent dans aucune de ces signatures de marque. Et moi, j'ai la conviction qu'on promettre la sobriété, ça ne fait pas rêver. Et la sobriété, elle n'est pas désirable. Voilà. Ce qu'on a besoin de faire, c'est de réinventer le modèle et de rendre obsolète l'ancien. C'est-à-dire qu'il ne faut plus promouvoir la société de consommation. Il faut promouvoir, si vous avez écouté Timothée Parrique hier, sur une société qui peut être décroissante, puisque Timothée Parrique est l'économiste décroissantiste que tout le monde lit. J'espère que vous avez lu Ralentir ou périr. Donc ça, c'est une des solutions. Ensuite, il faut proposer des nouveaux modèles. Je vais vous partager une citation que j'ai lue cet été dans un livre qui est écrit par Sonia Lemann. Ce livre s'appelle Transition avec un S entre parenthèses à la fin. Et une citation qui a été de Richard Buckminster Fuller, je ne sais pas qui c'est. On ne change pas les choses en s'opposant à ce qui existe déjà. Pour que les choses changent, il faut construire un nouveau modèle qui rende l'ancien obsolète. Voilà. Et donc, il faut promouvoir des nouveaux comportements. Quand Decathlon arrête de vendre et loue avec WePlay Circular en Belgique ou avec la location d'un paddle sur le lac d'Annecy ou
Ils proposent une nouvelle solution qui est de dire la propriété, en fait, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est le plaisir que vous allez prendre avec votre paddle ou avec la quantité de produits Decathlon que vous allez pouvoir louer. WePlay Circular, 3 formules, 25 €, 50 €, 75 €. Vous avez le droit d'avoir 400 € de matériel, 1000 € de matériel, 2500 € de matériel. Et en fait, vous faites ce que vous voulez. Et le bénéfice, là, que retient Decathlon, c'est pas que c'est super rentable, c'est pas que les nouveaux produits fabriqués sont réparables, réutilisables, utilisés pendant hyper longtemps, etc. Ça, c'est des bénéfices business, pognon et environnementaux qui sont intéressants. Là où Decathlon est content, c'est que les clients sont très satisfaits. Les clients font 2 fois plus de temps de sport et 2 fois plus d'activités différentes. C'est-à-dire qu'une famille qui achète le gros forfait va faire du kayak alors qu'elle n'a jamais essayé le kayak, parce qu'elle aura le vendredi soir ramené ses 4 VTT pour emprunter 2 ou 4 canoës. Et le lundi matin, ils reviennent, ils reprennent leur VTT s'ils sont encore là, sinon ils prennent d'autres VTT d'occasion. Voilà. Donc je pense que des entreprises comme ça sont vraiment à suivre, sont des nouveaux exemples. Et ce qu'il faut faire, c'est qu'on milite tous dans nos entreprises pour qu'on fasse plus de circularité, par exemple, parce que la décarbonation, le recyclage, c'est bien, mais il faut réduire l'utilisation de matière. Enfin, il faut être plus radical que ça. Radical. Une autre conférence que nous avons fait l'an dernier, qui est sur la chaîne YouTube aussi, sur peut-on encore ne pas être radical aujourd'hui. C'est ça. Et l'année dernière, on avait vu aussi que la notion de sobriété, elle était un peu floue, elle était un peu insaisissable, elle pouvait facilement être dévoyée. Et donc, pour faire le lien avec ce qu'on a dit aujourd'hui, qui est un peu la suite, l'épisode 2 de ce qu'on a dit l'année dernière, c'est qu'il faut qu'on réussisse aussi à communiquer la sobriété, à dire la sobriété, mais sans la dire. En fait, il faut réussir à l'entourer à intégrer à la sobriété des nouveaux récits et à y coller des nouveaux imaginaires. Et c'est un peu tout ce qu'on a essayé de dire aujourd'hui. Donc voilà, on vous sollicite. N'hésitez pas à nous dire comment on peut interroger les récits, les imaginaires qui entourent la sobriété, justement pour rendre cette sobriété performative. Et pas juste en parler, mais réussir à la faire vivre et à la rendre résonante. Et c'est exactement le point un peu de ce qu'on englobait là, sur le fait de dépasser la sobriété, parce que faire moins, ça atteint ses limites. Si on communique juste sur le fait de faire moins, en imaginaire, on a quelque chose on a le sentiment de se racornir un peu. Et c'est pour ça qu'on avait envie de vous présenter ces exemples-là, parce que pour nous, c'est des exemples justement réussis de dépasser le bénéfice environnemental. Et Thomas le présentait justement sur Decathlon. C'est tellement induit en fait dans la proposition qu'on va au-delà et qu'on en tire un vrai bénéfice personnel, sans avoir à appuyer une sobriété qui donne le sentiment de rapetisser en fait. Proposez-moi, excusez-moi, mademoiselle Anne. J'avais une question. Juste pour terminer là-dessus, en fait, proposez-moi, ça ne marche pas. Il n'y a que 12% des Français qui déclarent être fiers de moins consommer. Mais c'est toujours un peu les mêmes 10-12% qui consomment hyper green, qui vont chez Biocop. D'ailleurs, qui sont allés chez Biocop une fois. Vous savez, Biocop a dit j'arrête de vendre des bouteilles d'eau. Et ils ont perdu 3% de clients, ils ont gagné 15% de clients. Donc il y a 15% des nouveaux clients, enfin de clients qui sont allés chez Biocop parce qu'ils avaient un produit en moins, ce qui est quand même super contre-intuitif. Mais voilà, donc ça peut marcher sur une cible hyper militante. Mais globalement, les gens qui regardent les Marseillais à je sais pas quoi là, tous les influenceurs qui sont influencés par les clips de rap avec des guns et des chaînes en or et des femmes objets et des grosses voitures rouges de vitesse, ceux-là, on ne va pas les convertir. Donc si on veut faire quelque chose de large, c'est pour ça qu'on s'appuyer sur cette culture. Voilà. Je pense à Jules qui utilise Quechua, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Alors moi j'avais une question, mais qui est complètement dans la continuité de ça, et du coup vous y avez en partie répondu, mais qui est un peu plus radicale. Je voulais savoir ce que vous pensiez de arrêter la pub, ou peut-être dans certains endroits, ou les panneaux publicitaires, parce que si on veut aller justement vers de la décroissance, de la sobriété, etc., quel est le rôle de la pub? Il y a évidemment tout ce que vous avez montré là, que je trouve génial, de changer les discours, les imaginaires, etc. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas remplacer certains panneaux publicitaires par des arbres, par exemple, en ville? Voilà. Alors, je pense qu'il faut arrêter des pubs, évidemment, beaucoup de publicités qui sont très nocives. Celles qui font du greenwashing, mais celles qui promeuvent. Hier, pendant le quiz du greenwashing, tu étais là, on a parlé de back market, qui est quand même très promo. Alors, quand ils font
offre spéciale, moins 91% de carbone, c'est rigolo, ça marche bien, sauf qu'ils incitent énormément à la consommation. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas d'accord avec la ACC et la RPP qui disent on va s'autoréguler, vous inquiétez pas. Nous, avec Mercedes ERA, on va décider de réduire complètement et d'être très vigilants. Ça ne marche pas, l'autorégulation. Il faut aller plus loin et malheureusement, les conclusions de la Convention citoyenne climat n'ont pas été suivies, mais évidemment qu'il faut arrêter la publicité sur les carburants, ça s'était fait depuis longtemps. Pour info, Total l'a fait de nombreuses années avant que la loi passe. Il faut arrêter la publicité pour des SUV qui font pour des voitures qui font plus de 200 grammes. Nous, parfois, on travaille avec nos clients, notamment avec un courtier en assurance, pour questionner le fait qu'il assure encore des véhicules de plus de 200 grammes. Et si il y a Bank Australia qui a décidé d'arrêter de financer des véhicules, des prêts pour l'achat de véhicules thermiques, en disant nous maintenant, notre banque, elle ne financera que des véhicules thermiques ou hybrides ou électriques. Voilà, je pense que c'est aux entreprises de prendre ces postures courageuses, ces décisions courageuses, et je pense que c'est très bénéfique. C'est des décisions radicales, mais la radicalité, elle paye, elle permet de gagner des points de réputation, d'être regardé différemment. Enfin, on peut revenir à Patagonia en 2011, hein. Mais voilà, c'est prendre des décisions comme ça fortes, ben, ça permet d'attirer l'attention et d'être en avance sur une réglementation que j'appelle de mes voeux sur la publicité. Une deuxième... Ah. Donc, merci beaucoup pour cette brillante présentation. J'ai juste une petite question. Donc, on est ici un public très féminin. Comment, dans vos clients, quand vous rencontrez les hommes, ils réagissent sur ces discours de nouveaux imaginaires, nouveaux récits? Vous arrivez à les embarquer? Comment ça se passe? C'est plus difficile, hein. Et on sait que quand il y a une boîte qui nomme une présidente ou un service avec une femme qui prend la direction. Alors aujourd'hui, si vous allez dans une réunion du C3D, il y a 300 entreprises membres, il y a 80% de femmes. Nous, à l'agence, c'est à peu près pareil. On a un logo rose d'une boîte... non, ça, c'est complètement ridicule, je ne vais pas parler de ça. Mais oui, évidemment qu'aujourd'hui, les femmes, depuis tout le temps, sont occupées des autres, du care. Donc, il y a plus de féminité dans la RSE. Et aujourd'hui, il y a encore des hommes de plus de 50 ans qui bloquent par rapport à des discours comme ça. Et d'ailleurs, si vous allez sous la vidéo de Jules, il y a beaucoup d'hommes qui critiquent, voilà, comme l'histoire. Voilà, je vais prendre position un peu politique, mais quand Sandrine Rousseau parle de l'homme barbecue, etc., c'est caricatural. Tout le monde se moque d'elle, sauf qu'une étude disait que 76% des Français étaient d'accord avec elle. Donc, alors je pense qu'il y a 52%, enfin 100% des femmes, et il y a une grande partie des hommes qui sont assez d'accord avec ça. Mais voilà. Mais petit à petit, ça évolue. Il y a de plus en plus d'hommes qui, parce qu'ils s'intéressent à demain, à l'innovation et un peu aux autres et un peu à la planète, mais qui rentrent par un point de vue un peu scientifique, de plus en plus d'hommes et de femmes prennent position. Mais après, même dans les comités de direction, on voit que plus le comité de direction est féminin, plus la RSE est poussée. Il y a une vraie corrélation, j'en suis persuadé. C'est aussi un peu, il y a aussi la question générationnelle. On a le sentiment que les clients les plus jeunes, hommes en tout cas, sont de plus en plus sensibles, en tout cas acceptent de dialoguer plus facilement sur ces sujets sans tomber dans la caricature, le troll. Voilà. Sans blâmer évidemment la génération du dessus. C'est pas mon but. On voit aussi une évolution on fait un point de différence entre les entreprises cotées et les entreprises non cotées familiales. Et on voit bien aussi, et c'est pour ça que j'y pense, parce qu'on parle de génération, quand les nouvelles générations arrivent, et il y a plein de nos clients où il y a maintenant des DG qui font partie de la famille, qui ont 30, 35, 40 ans, et ces gens-là commencent à prendre le pouvoir dans les entreprises, et la RSE change vachement. Et d'ailleurs, ils vont à la CEC, par exemple, donc la Convention des entreprises pour le climat, et là, ils se font retourner le cerveau, et après, ils parlent de décroissance, et on aime bien ça, travailler avec eux sur ces sujets-là.
Merci beaucoup, on doit libérer la salle. Merci. On est stand 44 si vous voulez continuer les conversations. Et à l'année prochaine sur Produrable.